Alors, donc, bon. Alors là, il faut dire quelques mots du contexte local. Donc, quand je suis arrivé, venait d'être élu un maire sous étiquette communiste. Alors, sous étiquette communiste, c'est pas réellement un communiste, mais ce qui est important de dire, c'est que c'était un opposant farouche à Russie Unie, donc le parti de Vladimir Poutine. Il y a eu une élection gagnée de justesse par ce candidat, et c'était une protestation claire, hein, localement, contre le parachutage de Moscou du candidat de Russie Unie. C'était un des rares cas en Russie où il y a eu une ville dirigée par un opposant, clairement. Dans le cadre de mes fonctions, je me suis rapproché de ce maire, pas du tout pour des raisons politiques. Hein. Mon job, évidemment, c'est de parler à tout le monde, y compris au gouverneur qui est très poutinien, au maire. Alors, mais il se trouve que dans le cadre de mes fonctions, c'était beaucoup plus facile de travailler avec la ville, que ce maire était très réceptif, jeune, que sa femme était francophile et un peu francophone, qu'elle avait une passion pour Jules Verne et Michel Strogoff. Et moi, mon but en tant que directeur, c'est de repérer ces choses-là, ce qui intéresse localement dans la culture française francophone, et de m'engouffrer là-dedans et d'y aller. Donc c'est dans ce contexte-là que je me suis rapproché très près du couple, en fait, hein, à la fois du maire et de sa femme, qui avait une influence sur lui aussi. Bon, voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à être très proche de lui, et sans doute, c'est pas le seul facteur, mais c'est un des facteurs qui m'a mis en prison, puisque un mois après mon incarcération, le maire, après un coup politique local, a été dégagé du pouvoir, les élections ont été annulées, et il a été remplacé par quelqu'un qui a été nommé par le gouverneur, directement. Donc je suis tombé au moment où il y avait une situation politique locale très trouble, très compliquée, et je suis tombé en même temps que le maire, qui était un ami, hein, voilà, enfin un ami dans le sens de ce que je viens de vous dire là, hein, un ami qui servait au développement de la culture et de la langue française à Irkoutsk et en Sibérie orientale en général. Ce qui est certain, c'est que c'est pas un coup de Moscou, hein. Je veux que ce soit clair. C'est pas un coup de Poutine. Poutine n'a aucun intérêt, ne s'intéresse pas du tout au directeur de l'Alliance française à 5000 km de Moscou. Je veux dire, il y a des journalistes qui ont dit ça de manière un peu rapide, simplifiée. Moi, je ne l'ai jamais dit parce qu'évidemment, c'est ridicule. Petit à petit, le pouvoir central, et oui, Poutine s'est emparé de l'affaire beaucoup plus tard, il l'a exploité. Mais au départ, évidemment, c'est pas du tout ça. C'est vraiment entièrement local. Au moment où je suis arrêté, on est aussi en pleine crise ukrainienne, au début des sanctions européennes. Il y a un sentiment anti-européen qui grandit à Irkoutsk comme jamais. Moi, j'avais jamais vu ça avant. On est dans l'affaire des Mistral. On n'arrête pas de me parler, moi, localement, du Mistral. Pourquoi vous ne vendez pas le Mistral? Tout ça, en fait, ces choses-là ont une influence. Donc ça ne veut pas dire que c'est Moscou qui dirige ça, mais par contre, ça joue dans la mentalité des gens sur place et de ces espèces de pouvoirs occultes. Donc le FSB local a ça en tête et se dit, bah, ce Français, qu'on surveille depuis longtemps, parce qu'on est 10 Européens dans la ville, évidemment je suis surveillé, je le sais, hein, je suis en Russie, eh bien commence sans doute à m'avoir dans la ligne de mire en disant, bah, si on peut un petit peu ennuyer les Français, pour le dire poliment, eh bien c'est peut-être le moment. Et alors, un des éléments qu'a le FSB localement, si on veut rentrer dans les éléments personnels, c'est que je suis en phase de divorce, ou pas loin du divorce, avec ma femme russe, qui m'a toujours défendu, hein, y compris après, alors même qu'on était de toute façon de fait séparés, et voilà. Mais en revanche, elle a été utilisée, et il est évident que ceux qui ont monté le coup connaissaient très bien notre situation personnelle et se sont dit c'est le moment d'attaquer parce qu'il va être accusé et lâché par sa femme. Alors, les rumeurs qui ont circulé dans la presse russe locale, c'était que j'avais eu des aventures sexuelles avec la femme du maire de la ville, dont je viens de vous parler, et puis en effet, je ne sais plus si c'était la femme du procureur ou du chef du comité d'enquête, mais bon, peu importe. Alors, ce qui est certain, c'est que je connaissais très bien la femme du maire de la ville, je vous l'ai dit. Pour les deux autres, je ne vois pas du tout. Mais tout ça était faux, en fait, c'était des écrans de fumée distillés très tardivement, en fait. Hein. Ces rumeurs-là, elles ont commencé à circuler un an après le début de l'affaire, après que j'ai dénoncé, en fait, des manipulations de scellés, après que commençait déjà à être assez clair que la police d'Irkoutsk avait fabriqué des faux dans cette affaire et que même localement, il n'était plus possible, en fait, de dire que l'accusation n'était plus crédible. En fait, le premier jour, j'ai moi-même pensé que j'étais sans doute un espion de la DGSE. Parce que j'ai été arrêté comme ça, en fait, et traité comme ça le premier jour. C'est-à-dire que, bon, voilà, je suis arrêté, on me met une cagoule sur la tête, on m'envoie dans un endroit secret, enfin secret, je ne sais pas où je suis.
On ne me dit pas qui, je demande par qui je suis arrêté et ce qu'ils veulent, on ne me répond pas. Donc pendant des heures, jusqu'en début d'après-midi, je l'évalue parce que je n'ai pas la notion du temps, enfin j'ai pas de temps précis. Je sais que je suis arrêté à 9 heures et je sais que l'interrogatoire officiel commence vers 15 heures. Entre 9 heures et 15 heures, je ne sais pas où j'étais. Le 11 février. Ce que je sais, c'est que j'ai été frappé, voilà, par on a utilisé des techniques pour me faire parler. Mais sauf qu'on me demandait de parler sans me dire de quoi j'étais accusé ou ce qu'on voulait de moi. C'est à vous, parle, on sait. Je vous le jure, je ne suis pas un espion de la DGSE, un agent de la DGSE. Vous allez me dire, bah oui, mais qu'est-ce qui me fait... Voilà. Donc la question est impossible, mais bon, il y a quand même quelques éléments, si vous voulez. Si j'avais été un agent de la DGSS, ça fait très longtemps que j'aurais été exfiltré, et dès le début. On a les moyens quand même. En même temps, il y a l'espoir que je sois, que la chose se règle dans les jours qui viennent ou dans la semaine. Voilà, c'est ce que pense l'ambassadeur. En plus, à ce moment-là, il y a eu une visite de Poutine prévue en France, 10 jours plus tard, qui a été annulée, je ne sais pas si vous vous rappelez. François Hollande s'est emmêlé dans un... Enfin bon, vous vous rappelez de cet épisode. Donc la visite de Poutine est annulée, et à l'inverse, en fait, les relations, de toute façon, les relations franco-russes étaient déjà tendues. Mais là, il y avait quand même une fenêtre possible. Si Poutine était venu en France, peut-être, enfin, il pensait que, moi, vu la faiblesse de toute façon de la diplomatie française face aux Russes, tout le monde, moi je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose, mais eux pensaient qu'il y avait une fenêtre. Donc on m'indique ça. Et puis ensuite, les mois passent et on m'indique de plus en plus que oui, on discute, il y a des choses qui sont envisagées. Les élections françaises arrivent, donc nouveau président. Voilà, alors après, je ne sais pas si je peux indiquer, voilà, bon, si je suis en colère aussi, c'est que, bon, je vais parler très clair, parce qu'en fait, je pense que ces affaires de secret, de services secrets, de DGSE, bon, on sait que ça existe, et on sait que c'est fait pour être utilisé, et en toute logique, je pense que ces moyens-là auraient dû être utilisés pour m'exfiltrer. Ils ont commencé à être utilisés. Ils ont été envisagés. Autrement dit, à un moment, j'ai rencontré 2 agents de la DGSE qui sont venus à Moscou, qui ont commencé à travailler avec moi sur un scénario d'exfiltration. Il a été, c'était avant les élections, et ensuite, ce scénario a été complètement visiblement abandonné. En tout cas, ça faisait des mois que... S'il avait eu lieu, ça aurait été dans les semaines après ma rencontre avec ces agents-là. Les choses ne se sont pas passées comme ça. Il a été de toute façon abandonné. À un moment, on a arrêté, ou on a décidé que c'était trop dangereux, ou voilà. Enfin bon, moi, mon hypothèse, c'est que le nouveau président arrivant, eh bien, on ne voulait prendre aucun risque. Voilà. C'est une hypothèse, mais j'en sais rien. De toute façon, on ne répondra pas sur ces questions-là. Je n'aurai pas les réponses, et j'aurai jamais les réponses. Barbero avait été un agent. Je crois que si tant est qu'il ait pu être une cible, dès sa sortie de la prison d'Irkoutsk à l'époque, donc il y a plus de 2 ans, il aurait été exfiltré. Et si ça n'avait pas été à ce moment-là, dès qu'il avait rejoint Moscou, donc l'ambassade de Moscou, au mieux de réagir finalement, et Yoann reviendra là-dessus, mais en prévenant les Russes de sa présence, il aurait été exfiltré dans les jours qui suivent. Pour la raison simple que les agents de la DGSE, si on ne les exfiltre pas dans ces conditions-là, plus personne va vouloir être un agent de la DGSE. Et le problème, c'est bien ça, c'est que Yoann, à un moment donné, il a été pris dans des calculs de réel politique qui font que, eh bien, il y avait un risque, il y a eu un calcul coût, enfin risque, avantage, et que simple directeur de l'Alliance française, agent du ministère des Affaires étrangères, mais enfin contractuel, finalement très proche du simple citoyen, de tout à chacun, qui pourrait être en Russie victime de la même chose, on a estimé que, politiquement, que le risque d'une exfiltration eh bien, ne devait pas être pris parce que le gain qu'il y avait à en tirer n'était pas suffisant et que finalement il fallait mieux attendre de voir si on arrivait à aboutir avec des négociations en coulisses. Si eh bien, l'État français avait pris ses responsabilités, si un dirigeant, si un membre du gouvernement, voire le président de la République, avait pris ses responsabilités, pris le risque de exfiltrer Yoann Barbero, on ne serait pas aussi critique avec l'action de la diplomatie française. Et si on est critique avec cette action, c'est parce que, eh bien, malheureusement, encore une fois, Yoann n'a dû son salut qu'à son audace. Voilà ce que je voulais dire pour compléter.
une liberté de mouvement totale, et puis d'être blanchi de toute accusation. Ça peut arriver si, enfin, le gouvernement français, les autorités françaises agissent et parlent, mais parlent clair. Voilà, à un moment, il faut parler clair avec les Russes, et puis... Je dirais simple. Nous souhaitons aujourd'hui que le gouvernement affiche clairement son soutien à Yohann Barbero. À ce titre, nous demandons à ce que Yohann et sa famille soient reçus par le président de la République. Je pense que c'est la moindre des choses après près de 3 ans d'enfermement, parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc, c'est la première exigence que nous formulons aujourd'hui, la première requête, une position claire à travers une rencontre avec le président de la République. La deuxième demande que nous faisons, très concrètement, c'est que le gouvernement, la diplomatie française, prenne acte qu'elle n'a pas su protéger un agent du ministère des Affaires étrangères et prenne les dispositions pour indemniser ce qu'a subi Yohann en qualité de victime pendant, encore une fois, ces près de 3 ans d'enfermement. Je pense que là aussi, c'est la moindre des choses. La moindre des choses. Concrètement aussi, une demande que nous formulons devant vous aujourd'hui, c'est effectivement que Yohann retrouve sa liberté de mouvement. Ça veut dire que le mandat d'arrêt international qui a été pris par les Russes, ainsi que la notice Interpol qui est attachée, eh bien, soit levé. On nous a confirmé hier au Quai d'Orsay que c'était un objectif de la diplomatie française. Nous espérons que cet objectif, contrairement au précédent, eh bien, pourra être réalisé. Et puis, juridiquement, judiciairement, il y a effectivement aujourd'hui une condamnation qui existe. C'est un jugement du 26 décembre 2016 du tribunal de quartier Kirovski d'Irkoutsk. Donc on est effectivement sur quelque chose de très local. Enfin, il y a 15 ans de colonie pénitentiaire au-dessus de la tête de Yohann Barbero. C'est un jugement qui n'est pas définitif, pour vous expliquer un petit peu les choses, qui a été rendu par défaut, qui peut donc être contesté au regard de la procédure pénale russe, et à cet égard, il ne peut pas être exécuté en France, puisqu'il n'est pas définitif, il ne peut pas être exécuté en France. Et donc, nous souhaitons que la justice, ou la pseudo-justice russe, dénonce officiellement le dossier aux autorités françaises, et que les autorités judiciaires françaises puissent s'emparer du dossier judiciaire. Yohann disait hier qu'il souhaitait être jugé finalement par sa justice, par une justice digne de ce nom. En réalité, je puis vous assurer qu'avec un tel dossier, la justice française ne pourra que constater l'inanité des charges et prononcer un non-lieu. Mais c'est ce que nous voulons. Il n'y aura pas de jugement parce que fort heureusement en France, on ne juge pas des gens quand on n'a rien. Mais nous demandons que la justice française ait accès à ce dossier dans son intégralité et qu'elle puisse constater l'inanité des charges. Je pense que c'est aussi un élément important. La preuve que le dossier, si vous voulez, ne tient pas mais une seconde, c'est que Yohann, quand il s'est enfui en voiture, il le racontera, puis ensuite à pied, il a franchi une frontière à pied, et il est arrivé dans un pays de l'Union européenne. Ce pays de l'Union européenne, eh bien, a eu connaissance de la situation. Il suffisait de taper le nom et le prénom de Yohann Barbero sur Internet pour en avoir connaissance. Il a eu connaissance, et à aucun moment il a envisagé, mais une seconde, eh bien, de mettre à exécution cette notice rouge, de mettre à exécution ce mandat d'arrêt européen, ce mandat d'arrêt international, pardon. Donc, comment on décide de sortir? On utilise une faille de sécurité. Je vais pas les accabler encore plus. Mais maintenant que vous y êtes... on utilise une faille. Si vous voulez... Non mais parce que si vous dites ça, ça veut dire que vous vous sentiez aussi prisonnier de l'ambassade? Non, je suis prisonnier de la lâcheté. C'est-à-dire que, alors oui, très rapidement, quand j'ai compris que c'était bloqué, j'ai demandé à ce qu'on m'aide. Je leur ai dit, en fait, très simplement, je suis prêt à prendre mes responsabilités, je veux simplement qu'on m'aide à sortir de l'ambassade. Donc c'est très facile de sortir de l'ambassade dans un véhicule diplomatique. Un véhicule diplomatique, personne n'a le droit de l'ouvrir. Voilà, c'est des règles que les Russes respectent. Donc je pouvais très bien sortir dans un coffre, ou même pas en fait, simplement à l'arrière d'un véhicule diplomatique, personne ne l'ouvre.
Il suffit de prendre quelques précautions pour être sûr de ne pas être suivi, d'être arrêté dans un endroit pour prendre une voiture. Bref, c'est un scénario qui est très facile, sans gros moyens. Il suffit simplement qu'un diplomate m'emmène dans son véhicule diplomatique et ensuite je prends mes responsabilités. C'est ce que j'ai demandé. On ne m'a pas accordé ça, parce qu'on a peur, parce que non, je peux pas, parce que je suis responsable, je suis dans le véhicule diplomatique. Non, voilà, donc ces gens ont peur. Ils ne font pas un pas par peur, y compris si je dis j'assume la responsabilité de cette sortie, c'est moi qui le veux, je ne vous accablerai pas. Non, on ne m'a même pas aidé pour ça, il en était hors de question. Donc je suis sorti de manière discrète, et pour ma sécurité aussi, et j'ai appris en fait que l'ambassade de France à Moscou a su que j'étais sorti quand j'avais traversé la frontière. Vous voyez, non, j'achète le matériel dont j'ai besoin. C'est-à-dire du matériel simple, hein, un sac à dos, une pince Monseigneur, un couteau de survie, une lampe de poche, des nouveaux téléphones, des puces qui sont sans nom. C'est possible en fait en Russie d'avoir une carte SIM qui marche pendant 15 jours sans être attribuée à quelqu'un. Donc voilà, et quelqu'un m'aide. Alors je rencontre quelqu'un qui ne savait pas du tout où j'étais, j'ai un ami russe qui est là, j'arrive à lui donner un rendez-vous, il ne sait pas que c'est moi qui va rencontrer, donc il me rencontre, évidemment je suis sous choc, hein. Et là je lui demande, j'ai besoin de toi pour faire ça, ça et ça, c'est oui ou non, mais évidemment je lui mets aucune pression, hein. Je lui dis je comprends, je comprends si tu me dis non, parce que je te demande quelque chose que j'ai même honte de te demander, parce que je te demande de prendre des risques pour moi. Et voilà. Et il m'a dit, stop, arrête, on y va. Et on est parti. Voilà. Près des loups dans la forêt. Mais j'ai pas eu peur parce que c'est pas dangereux, un loup, ça ne s'attaque pas à l'homme. En principe, je crois que c'est très très rare. Les cas d'attaque de loups sur l'homme, je crois que ça n'existe quasiment pas. Bon, je suis passé à un endroit où il y avait des ours et des loups. Je craignais plus les ours, mais il n'y en avait presque pas. Les loups, non, en fait, je suis arrivé dans cette forêt la nuit, à vrai dire. C'était un sentiment, dans un premier temps, bon, une peur quand même, hein, dans les 15 premières minutes, parce que je vois rien, je suis dans une forêt, je navigue au GPS et à la boussole, et bon, voilà, il y a un premier sentiment de peur, et puis au bout de 15 minutes, plutôt un incroyable sentiment de liberté en fait. Je suis dans une forêt, seul, il y a les bruits de la forêt, c'est magnifique, c'est beau en fait. Et la première heure, c'est ça, et le moment où je croise les loups, au bout d'une heure, en fait, j'ai une espèce plutôt de sentiment de... Oh, non, j'ai pas envie d'exagérer, mais un peu d'extase quand même, parce que j'ai un loup, j'en ai deux qui me passent devant moi, comme ça. Je me dis, je suis dans un conte russe, je vais chevaucher le loup. Et non, bon, je reprends mes esprits assez vite quand même, hein, parce que si les loups passent devant moi, c'est quand même bizarre, ça veut dire qu'ils sont plutôt en train de fuir quelque chose, ou enfin il y a un truc pas net, donc je me mets plutôt à courir là, et voilà. Mais bon, oui, le terrain était très compliqué, ça a duré des heures, et là où j'ai pas du tout rigolé, et où c'était pas du tout drôle, c'est aux abords de la frontière, hein. Je passe à un endroit en fait très dangereux, où je le sais parce que je me suis renseigné, il y a deux dangers majeurs, les chiens des gardes frontières, et côté russe, ce ne sont pas des chiens qui sont là pour aboyer, ils sont là pour neutraliser. Donc autrement dit, s'ils doivent arracher un bras, une oreille, un bout de visage, ils le feront, et ça arrive. Ça c'est le premier danger, mais c'est pas le pire c'est les tireurs, parce qu'on tire sur cette frontière-là. Donc oui, j'ai vraiment risqué ma vie, je savais où j'allais, hein, mais bon, voilà. Donc quand je traverse la frontière, là, il y a évidemment un grand sentiment de libération, mais voilà, bon, j'étais dans un état compliqué. Je suis dans leur petit papier maintenant. Hein. Donc, non, mais bien sûr que non. Enfin, je veux dire, si je retourne en Russie, là, aujourd'hui, ou même dans les années qui viennent, parce qu'ils ont de la mémoire, je cours un danger pour ma vie, évidemment. Non, moi, la Russie, c'est fini, hein. Ça c'est sûr. Renouer des liens avec ma fille. Ça fait donc près de 3 ans maintenant, hein, donc c'est compliqué. Hein. Il y a eu des phases où j'étais en contact avec elle malgré tout, avec les applications sécurisées. Bon, voilà. Il y a eu des phases où j'étais quand même en lien avec elle, d'autres phases où c'était plus compliqué. Bah, vous imaginez ce qui se passe dans la tête d'une petite fille entre 5 ans et 8 ans, sachant qu'elle-même a été interrogée, hein, on a essayé de manipuler sa parole,
elle a très bien compris qu'on avait utilisé une photo où elle apparaissait avec moi. Donc, pour vous expliquer, par exemple, pendant toute une période, je ne sais plus trop aujourd'hui où elle en est, elle refusait toute photo. Que n'importe qui la prenne en photo, pour elle, c'était un danger. Bon, voilà. Donc, ce qui s'est passé avec son papa, c'est très compliqué pour elle de le comprendre. Elle est franco-russe. Donc c'est compliqué pour nous de lui expliquer ce qu'il y a de mauvais, de mal en Russie aussi, parce qu'elle a aussi été éduquée en Russie, et il y a des belles choses en Russie aussi, et on était heureux à Irkoutsk. Hein. Voilà, donc c'est... j'ai été employé du ministère de la Défense, puisque alors, mais dans un cadre très particulier, j'étais maître de conférence à l'école polytechnique. J'enseignais, voilà. Mais l'école polytechnique, vous savez, relève des armées, donc techniquement, le contrat, c'était avec le ministère de la Défense. Eh ben, je vais peut-être aller voir le ministère de la Défense, qui sait? Non, je plaisante, j'avoue que je ne sais pas trop encore professionnellement, j'attends de voir un peu ce qui se passe, mais je vais peut-être reprendre des activités du côté un peu de... Vous avez dénoncé la lâcheté du gouvernement et puis du Premier ministre. Est-ce que vous avez... pas du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères. Est-ce que vous avez rencontré Jean-Marc Ayrault? Ou est-ce que, a priori, c'est prévu une rencontre à Nantes avec Jean-Marc Ayrault? Ou les élus de Nantes? Après ce que je viens de dire, je ne suis pas... Je me mets... Je dédoute. Non, enfin, rien n'est prévu, mais moi, je suis évidemment disponible pour toute rencontre. Voilà. Ce que j'ai dit d'ailleurs, hein, j'ai été reçu hier au Quai d'Orsay, j'ai quand même dit, encore une fois, hein, je leur ai dit très franchement que je leur ai parlé par exemple de mes entretiens avec l'équivalent de la DGSI dans ce pays européen aux confins de l'Europe. Je leur ai dit évidemment que j'étais aussi disponible pour les autorités françaises si par hasard ça les intéressait de tirer quelque chose de mon expérience. Voilà, je ne suis pas en phase de... J'ai simplement envie de dire la vérité de ce qui s'est passé, mais je ne suis pas dans une forme de ressentiment et de cracher sur les uns ou les autres, c'est pas du tout ça en fait. Hein.